Bienvenue dans le débat, deuxième jour du sommet Africa Forward à Nairobi, co-organisé par la France et le Kenya. Après les entreprises et les jeunes universitaires hier, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement africains se sont réunis dans la capitale kenyane. Ils plaident pour des réformes qui faciliteraient l'accès de leur pays au crédit et au financement d'investissements. Emmanuel Macron a annoncé 23 milliards d'euros d'investissements, dont 14 milliards d'investissements français publics et privés et 9 milliards d'euros d'investissements africains. Le président français veut une relation renouvelée avec les pays d'Afrique après les difficultés rencontrées dans plusieurs pays francophones du continent, notamment au Sahel. Le président kényan, William Ruto, va d'ailleurs dans le même sens puisqu'il affirme que son pays ne souhaite pas d'aide ou de prêts, mais encore une fois des investissements. Alors la relation entre la France et les pays d'Afrique change-t-elle de logiciel? Qu'en pensent les Africains? Quels sont les liens entre la France et l'Afrique anglophone? Quel bilan peut-on faire du retrait de la France des pays du Sahel? On va poser toutes ces questions à mes invités. Francis Patindé est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, journaliste et maître de conférence à Sciences Po. Bienvenue. Niagale Bagayoko est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes président de l'African Security Sector Network et vous participez, vous avez signé cette tribune publiée dans Libération qui appelle d'ailleurs à substituer à la logique de l'aide à l'Afrique une démarche fondée, je cite, sur l'équité globale afin de transférer réellement le pouvoir de décision aux États africains qui le perçoivent. Vous allez nous expliquer ça. Merci d'être là. Nous avons Pierre Jacquemot, bonsoir. Monsieur l'ambassadeur, ancien ambassadeur de France au Kenya entre 2001 et 2004, également expert à la Fondation Jean Jaurès. Bienvenue à vous. Nous avons de Nairobi, justement, au Kenya, qui participe à ce sommet. Trevor Kibet, bonsoir. Vous êtes consultant en risk management. Bienvenue à vous. Merci. Emmanuel Macron, qui a donc annoncé déjà dès hier 23 milliards d'euros d'investissement en Afrique, dont 14 milliards d'investissements français publics et privés et 9 milliards d'euros d'investissements africains. On va écouter à la fois Emmanuel Macron et le co-organisateur, le président kényan. C'est 14 milliards d'euros d'entreprises françaises qui sont là, des grands groupes, des ETI, des PME, qui investissent 14 milliards d'euros sur le continent, et je salue tous leurs dirigeants qui sont là présents, qui investissent 14 milliards d'euros, évidemment au Kenya, mais dans tous les pays ici présents, ici, et qui vont créer plus de 250 000 emplois directs en France et en Afrique. Notre continent possède d'importantes ressources naturelles, des minerais critiques essentiels, des terres fertiles, un potentiel immense de développement en matière d'énergie renouvelable. Nous avons un marché intérieur en pleine expansion, des entrepreneurs dynamiques et la population la plus jeune au monde. Tout ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, chers amis, ce n'est pas de charité, mais d'investissement. Nous n'avons pas besoin d'extraction, mais de création de valeur. Nous n'avons pas besoin de dépendance, mais de partenariats mutuellement bénéfiques qui permettraient de déboucher sur une prospérité partagée. Emmanuel Macron donc, et William Ruto qu'on vient d'entendre donc à ce fameux sommet à Nairobi. Francis Patindé, la France change-t-elle de logiciel en Afrique? En tout cas, on a le sentiment que les choses changent. Il y a un frémissement depuis que le président Macron impose bientôt 10 ans. 9 ans, on va dire. Un frémissement. 9 et demi, si vous voulez, mais l'année prochaine, il ne sera plus là, normalement. Mais est-ce que simplement le fait d'aller organiser un sommet, donc Afrique-France, en Afrique ou dans un pays anglophone, un pays anglophone, pour moi, c'est une question de forme. C'est pas ça le plus important. En plus, l'Afrique, elle n'est pas que francophone ni anglophone. Il y a des pays qui hors catégorie comme l'Éthiopie. Il y a des pays lusophones. Il y a même un pays hispanophone pour l'Afrique. Donc c'est pas ça le plus. L'essentiel, c'est est-ce que les décisions qui seront prises, qui ont été prises au sorti de ce sommet, est-ce qu'il y aura du concret? Parce que quand on parle d'investissement, déjà, est-ce que c'est un changement? Le mot change parce que c'est le côté business. Oui. Vous voyez, parce qu'on passe de l'aide, plus personne ne veut, mais ça fait longtemps que plus personne ne veut. On ne veut plus d'aide publique au développement. Oui, c'est ça, on veut plus, mais on veut du business, on veut, soi-disant, selon le discours ambiant, c'est gagnant-gagnant. C'est le mot que tout le monde
sort maintenant. Mais ce que les jeunes africains attendent, c'est du concret. Est-ce qu'on peut faire des examens d'étapes, de savoir dans un an, on fait le point pour savoir où on en est, parce que c'est l'exécution. C'est l'exécution qui est... Et d'ailleurs, un des slogans du sommet, c'est passer du verbiage à l'action. Ça, c'est un des slogans. Mais on attend... Moi, je ne veux pas me précipiter en disant, voilà, c'est un sommet réussi. Mais il faut attendre, je veux du concret. Vous êtes d'accord, monsieur l'ambassadeur? Est-ce qu'il y a tout de même un changement d'image? On va voir ces quelques images de Emmanuel Macron qui danse sur Jérusalem à Nairobi. On le voit aussi jouer au football avec des Kenyans. On le voit ensuite courir avec des athlètes kenyans. Donc il y a toute cette espèce d'image de proximité du président français. Et puis on a vu aussi Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, qui a posté sur sa story ces images que vous voyez, où on le voit danser sur scène. Il y a déjà un changement en termes d'image. Pierre Jacob. Oui, il y a une volonté de communiquer différemment, incontestablement par rapport à l'époque Chirac, Sarkozy ou Hollande avec l'Afrique, qui parfois, je dois dire, agace les Africains eux-mêmes. Un comportement, certaines postures, certaines attitudes un peu condescendantes ou voire prof à ses élèves, y compris hier, la fameuse séquence que l'on voit en boucle dans l'amphithéâtre où il remet, il appelle à l'ordre en quelque sorte. Il demande le silence à l'audience. Voilà. Ceci peut agacer et à mon avis nuit plus à son image et à ce qu'il veut faire qu'au reste. Mais vous y voyez un changement de logiciel tout de même quand on parle d'investissement par rapport justement à il y a 20 ans, on parle beaucoup de rupture depuis son fameux discours de 2017 à Ouagadougou où il a annoncé une nouvelle démarche. Mais en fait, je suis dans ces questions depuis suffisamment longtemps pour voir qu'il y a une certaine continuité aussi et que l'appel à l'arrêt de la France-Afrique, à la fin de la France-Afrique, je l'ai entendu de la part de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et encore de François Hollande. Donc il n'y a pas de progrès. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de progrès. Il y a, en fait, cette politique africaine de la France qu'il dénonçait, puisqu'il disait qu'il fallait en terminer, il fallait banaliser en quelque sorte cette politique. Il a été largement rattrapé par des événements plus de profondeur qui appartiennent à la dynamique propre de l'Afrique. Mais en particulier, ce qui est dit sur l'investissement privé. La France est le deuxième investisseur en Afrique depuis fort longtemps, après les Néerlandais, conjointement avec les Britanniques. On a tendance à parler de la Chine, de la Turquie ou d'autres opérateurs. On va en reparler d'ailleurs. En commerce, ils sont certainement beaucoup plus forts que nous, mais en termes d'implantation, il y a plus de 2500 filiales françaises sur le continent, 300 000 emplois, une fiscalité importante. Donc il y a un engagement déjà fort ancien, y compris au Kenya, au Ghana ou en Afrique du Sud. On parle du... Vous allez rattraper par la Chine largement. Oui, sur l'aspect commercial, mais pas sur l'aspect présence physique tournée vers les marchés intérieurs, souvent. Donc il y a une présence qui est quand même ancienne, qu'on a tendance à oublier. Et tous les grands groupes, à part les groupes bancaires, ont tendance à partir pour des raisons de risque. Tous les grands groupes sont encore présents. Je veux dire, je pense à Engie, Vinci, Orange et autres, Lactalis, la compagnie. Ce n'est pas si différent. Donc il y a des changements dans le discours, des changements. Il y a certaines choses qui ont évolué. Lorsque le président dénonce la colonisation comme étant un crime contre l'humanité, lorsqu'il engage véritablement la restitution, qui travaille sur le mémoriel et qui travaille sur la restitution d'œuvres, il y a un certain nombre de choses qui ont pu évoluer. Et il y a un certain nombre de programmes, notamment dans le secteur culturel ou en direction de la jeunesse, qui ont donné des résultats incontestables sur le plan de la coopération avec les pays africains. Niagale Bagayoko, vous signez une tribune, donc je le disais, qui est parue dans Libération, en disant qu'il faut arrêter cette aide au développement, il faut changer de braquet. Donc vous avez l'impression qu'on est resté dans les vieux standards, même lorsqu'on parle de 23 milliards d'investissements?
Alors, ça, c'est autre chose, justement. Quand on entend s'exprimer le président du Kenya, il se situe exactement dans la logique de ce dont nous parlons dans cette tribune. C'est-à-dire que, logiquement, quand on réfléchit, une aide efficace est une aide qui travaille à sa propre obsolescence, qui travaille à sa propre fin. Ce n'est pas un système qui se nourrit, qui s'auto-entretient pendant des décennies. Le fait qu'il perdure démontre en réalité son inefficacité. Donc l'inefficacité de l'aide publique au développement, de l'aide publique au développement, effectivement. Et de la façon dont elle s'est beaucoup bureaucratisée et dont elle mécontente, c'est ça le plus important, les citoyens, aussi bien au nord qu'au sud, où certains hommes politiques, comme vous le voyez, le président du Kenya dit « nous ne voulons plus d'aide », il n'est pas le seul à avoir ce discours qui fait partie du courant. Donc c'est déjà dans le discours. C'est déjà dans le discours, mais on ne l'a pas entendu côté français. On a eu ces discussions qui ont été lancées en France, notamment par Stara Knafo dans le journal du dimanche, après la fermeture de l'USAID américaine, où elle pointait un certain nombre de programmes. Donc, des deux côtés de la Méditerranée, il y a une contestation du bien fondé et de l'efficacité de l'aide. Donc, il est évident qu'il y a une nécessité aujourd'hui de sortir de la façon dont fonctionne ce système. Donc, les partenariats, c'est ce que vend, en fait, c'est ce dont parle Emmanuel Macron, ça va dans la bonne direction. Partenariat public-privé. Oui, certainement, le partenariat public-privé en fait partie, mais faire en sorte aussi que les États africains soient responsabilisés devant leurs propres citoyens, soient comptables de l'usage qui est fait des deniers qui leur sont accordés, c'est très très important. Et surtout, ce qui est fondamental, c'est de se fonder sur la notion d'équité, davantage à mon avis que sur celle de partenariat. Trevor Kibet, vous êtes kényan, vous avez étudié à Sciences Po et vous avez travaillé dans un cabinet, de conseil sur le risque géopolitique au Kenya pour les entreprises étrangères. Vous avez d'ailleurs choisi de revenir au Kenya. Comment l'avez-vous perçu, vous, ce sommet et puis cette annonce de 23 milliards d'euros d'investissement? Oui, merci beaucoup pour cette occasion. Pour moi, on a assisté à un grand événement historique hier et aujourd'hui au niveau de Africa Forward. Ces sommets, même avec les noms et les titres ou la thème de Africa Forward, on voit déjà un changement de logique de la France en termes de renouveler cet partenariat entre l'Afrique et la France. Et je crois que la France a appris les échecs à l'Afrique de l'Ouest, et on essaye d'aborder une relation qui est plus visée sur le relation commerciale déjà ici au Kenya. Et je vais partager peut-être de petites anecdotes personnelles pour montrer cette évolution qui est la culmination de presque une décennie d'essayer de changer et d'investir dans le pays anglophone en Afrique. Déjà pour moi, par exemple, en 2013, j'ai bénéficié d'une bourse le gouvernement français pour aller à Sciences Po en 2013. Et ça, c'est déjà pour le pays anglophone. Provenant d'un pays anglophone, on a essayé de voir, on a commencé de voir que le gouvernement français essaye d'investir plus dans le pays anglophone. Ah oui. Déjà. Par exemple, aujourd'hui, cet après-midi, j'ai fait mes courses à Carrefour. On a vu, en ces moments, presque 100 entreprises françaises qui sont basées au Kenya. Les entreprises au Kenya français a quadruplé au cours de la dernière décennie déjà. Donc, du coup, on voit une
une logique plus commerciale déjà, et je pense que c'est quelque chose de bien, mais il faut faire attention pour le gouvernement français parce que les gens kenyans, comme moi, la réaction est un peu mitigée parce qu'on est vraiment connecté sur le IA, par exemple. On est vraiment connecté. En fait, il y avait une étude qui a été menée que le Kenya sont le plus connectés sur la plateforme IA au monde. Et en Afrique, on est vraiment connecté sur l'Internet. Donc, on est conscient de l'histoire de la France en Afrique de l'Ouest et de la sous-région française. Donc, du coup, il y aura beaucoup de questions sur les accords signés. Il y a beaucoup des accords qui ont été signés entre le président de la France, Macron, et Ruto. Et déjà, il y a des questions sur la transparence de ces accords. Ah, Et c'est- voilà, on a vu des manifestations au cours de les dernières années sans précédent, en 2024, par exemple, qui a été menées par la jeunesse. Et il y a beaucoup de questions sur la transparence. Et même si les accords, c'est quelque chose de bien, les accords commerciaux, on attend beaucoup d'emplois, on attend beaucoup de choses après ces sommets-là. Oui, Oui. justement, Francis Patine, donc ils demandent des comptes, ils veulent regarder la gouvernance, toute cette jeunesse, hein, d'ailleurs, qui a manifesté au Kenya pendant assez longtemps, y compris contre William Ruto. On voit bien tout de même que là, il y a un changement. On veut une meilleure gouvernance, on veut plus de transparence, on veut voir où en est l'exécution. Et intéressant de voir pourquoi est-ce que la France s'intéresse aujourd'hui plus aux pays anglophone. Est-ce que c'est parce qu'elle a un sentiment d'échec, quand je parle d'Emmanuel Macron, dans sa relation avec les pays francophones d'Afrique? Je pense que la France, elle n'abandonne pas, avec beaucoup de guillemets, l'Afrique francophone, comme on dit. Elle essaie d'étendre son influence, elle essaie de conquérir d'autres marchés. Elle essaie surtout de prendre pied solidement dans ce que certains appellent l'Afrique utile. Vous voyez, Pourquoi l'Afrique utile? L'Afrique utile, bon, c'est une Business. vocation là-dedans, c'est business, c'est-à-dire Nigeria, c'est le Kenya, c'est... Donc ça, c'est la culture anglo-saxonne versus les pays de l'Ouest. Oui, c'est un peu ça. Mais ce qui m'étonne dans ce que Trevor Kibet a dit tout à l'heure, c'est qu'il parle des entreprises françaises 200 qui se sont bien implantées au Kenya, mais il ne se demande pas combien d'entreprises kenyanes sont implantées en France. Puisqu'aujourd'hui, on parle de co-organisation, tout est co maintenant. OK? Donc, je vais vous donner les informations. Allez-y. La France est la première destination en Europe des investissements directs étrangers en provenance d'Afrique. Plus de 1400 entreprises africaines sont établies en France et qui ont créé 15 000 emplois, ce qui est rien du tout. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut, si on veut le partenariat sérieux, c'est que les entreprises françaises investissent là-bas, que les entreprises africaines viennent s'implanter en France et en Europe. Vous êtes d'accord, monsieur l'ambassadeur? Intéressant tout de même, hein, quand on parle de chiffres. La France qui est le 4e investisseur au Kenya, mais elle est tout de même là, pour le coup, au Kenya, loin derrière la Chine et les États-Unis. Il parlait de IA, justement, à l'instant, Trevor Kibet. Et dans l'IA, c'est une sorte de hub américain au Kenya aujourd'hui. Donc là, c'est difficile de concurrencer ces sociétés américaines. Je parle aussi, il y a des sociétés aussi turques. Enfin, la France n'est vraiment plus toute seule, elle n'est pas attendue. Vous parliez des quelques grands groupes du CAC 40, mais en dehors de ça. Non, mais la France a une présence sur l'ensemble du continent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire avec un certain nombre de pays, en particulier le Kenya ou le Ghana. C'est des histoires qui commencent. Elle commence, vous dites. Elle commence, elle débute. Dans d'autres pays dits anglophones, j'ai beaucoup de mal avec anglophones, francophones étant sur le terrain, c'est des pays plutôt swahiliophones pour le Kenya, par exemple. Enfin, peu importe, gardons ces catégories. En Afrique du Sud, on a une présence qui est ancienne et assez dynamique, qui avait été marquée d'ailleurs par un certain nombre de déplacements de chefs d'État. J'ai le souvenir du déplacement de Jacques Chirac à Johannesburg ou au Cap. Donc il y a des pays sur lesquels on a une histoire plus importante qu'avec un pays comme le Kenya, où j'ai eu le bonheur d'introduire la vache qui rit. Vous voyez, c'était pas grand-chose. En 2002, c'était purement anecdotique. Mais je voudrais juste compléter ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de l'investissement et de l'aide publique.
Le mot aide publique est à proscrire absolument parce qu'il renvoie à une image bien connue qui est celui qui donne est au-dessus, la main de qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc c'est une image qui n'a plus lieu d'être et c'est un vocabulaire qui doit être complètement proscrit. Et nous en sommes tous persuadés. Simplement, ces investissements dont on parle, ces investissements privés, ils ne financent pas ni la santé, ni l'éducation, ni la lutte contre la malnutrition, ni le climat, ou très peu. Et donc, il y a un certain nombre de secteurs qui sont fondamentaux pour l'Afrique, secteurs qui sont très mal couverts du point de vue du financement, et qui ne peuvent l'être que pour l'instant, en raison de la situation d'endettement. Hein. Le Sénégal, 140% de dette par rapport à son PIB. Il y a des situations qui appellent quand même à des ressources de nature publique, des financements ultra concessionnels. D'ailleurs, dans les 14 milliards français dont on parle, il y a de l'argent de la Proparco, d'Expertise France et surtout de l'AFD, donc d'une agence publique de développement. Donc on est encore dans des logiques, heureusement, où on va chercher des financements. Et il ne faudrait pas qu'il y ait une espèce de basculement comme ça d'un monde qui reposait sur l'aide à un monde qui repose uniquement sur le secteur privé, lequel n'est pas intéressé à investir dans les domaines que j'ai cités. Mais l'AFD, d'ailleurs, qui parle de partenariat, elle aussi, qui ne veut plus être présentée comme une agence d'aide publique au développement. Absolument. L'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de biens communs, dont la santé figure parmi les plus importants, y compris la santé maternelle, infantile, qui, effectivement, ne peuvent faire l'objet que d'un investissement public. Mais on voit bien qui doit le financer, que la façon que les États africains eux-mêmes déjà doivent investir davantage dans ces questions-là. Et la logique de projet qui a largement gouverné l'aide au développement jusqu'ici, c'est-à-dire que on définit souvent depuis Paris un projet qui va être mis en œuvre sur le terrain. Ce type d'approche doit être beaucoup plus ancrée dans la prise en compte des contextes locaux et des spécificités de l'environnement dans lequel on se situe. Ce sont beaucoup les méthodes en réalité qui doivent changer. On doit sortir de ces approches fondées sur le monitoring, sur l'évaluation, sur les log frames, enfin les cadres logiques. Mais on a l'impression que ça fait un moment qu'on le dénonce, ça. Absolument, mais malheureusement, on continue. Pourquoi comme ça. Pourquoi on continue? Moi, vous savez, les habitudes sont... Je suis politologue. En sciences politiques, on appelle ça les pass dependencies, c'est-à-dire qu'il y a des habitudes de travail pour chaque bureaucratie qui mettent très, très, très longtemps à être modifiées. Trevor, la France, lorsqu'on parle du Kenya, on parle tout de même beaucoup de la présence de la Chine, en particulier dans tout ce qui est infrastructure, et puis des États-Unis. Vous parliez de l'intelligence artificielle. Est-ce que le Kenya n'est pas devenu une sorte de hub américain dans l'intelligence artificielle? Ça, c'est une bonne question. Je voudrais évoquer peut-être la perspective kenyane de la point de vue du président Ruto. Et pour Ruto, pour lui, il essaye de positionner le Kenya et se positionner lui-même comme l'homme de politique qui mène le panafricanisme, donc d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue économique, d'un point de vue de relations internationales. Il veut vraiment mettre le Kenya comme le hub ou le pôle économique et diplomatique régional et international à l'échelle du continent. Et pour lui, on voit qu'il essaye de parler avec tout le monde. Il parle avec le pays du Golfe, il parle avec les États-Unis, il parle avec la France. Et la réalité est que, en ces moments, les États-Unis, on voit que la réduction de financement des Nations Unies et peut-être l'effondrement de multilatéralisme partout au monde. Et Kenya est un grand supporter de multilatéralisme et aussi la France. Et pour Kenya, on a déjà beaucoup de sièges et beaucoup des agences des Nations Unies qui se déplacent à Nairobi, de New York, avec des réformes qui se mènent à l'ONU. Et je pense que Ruto voit
ça comme une occasion de se positionner. Donc, je vois que pour Ruto, c'est pas juste en parler avec la France. C'est plus une logique de parler avec tout le monde et de ne pas, se montrer comme un pays qui est très proche de l'Occidentaux ou qui est très proche de l'Est. Pour lui, c'est juste le point de vue économique. Et en fait, en 2022, quand il a été élu comme président, il y avait un changement de paradigme politique. Parce qu'avant, il a mis beaucoup de présidents, beaucoup de campagnes électorales. On a vu beaucoup de mobilisation ethnique. Mais en 2022, avec Ruto, on a vu un changement de paradigme où on s'est focalisé sur les enjeux économiques. Et par exemple, pour Ruto, son slogan, si je peux dire, ça c'est en anglais, c'est Hustler Nation. C'est cette idée qu'on va essayer de donner les gens qui sont le plus faibles à la société au niveau économique, les occasions de se déplacer, de faire de nouvelles occasions d'emploi. Et il y avait beaucoup de jeunes qui résonnaient avec ce message. En anglais, on dit hustler. Et donc il y a beaucoup d'attentes. Francis Patine, hustler, ça veut dire qu'on s'impose, hein, c'est ça, hustler, c'est presque, comment dire en anglais, on insistant en fait, c'est ça la stratégie de Ruto, et puis on s'impose, c'est ça ce qu'il souhaite. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en parlant de l'ONU, justement, il a encore dit aujourd'hui, le président kényan, et d'ailleurs c'est soutenu par la France, cette proposition, de faire en sorte que l'Afrique ait une seule voix au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce que soutient la France. Donc il a aussi effectivement une volonté de peser aux Nations Unies. Ouais. D'abord, je confirme ce qu'il dit sur les Nations Unies. Nairobi est considéré comme le 4e siège des Nations Unies après New York, Genève et Vienne. Certains disent même le 3e avant Vienne. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est pas nouveau non plus, hein, même si beaucoup d'agences déménagent là-bas. Deuxième chose, et l'histoire du Conseil de sécurité des Nations Unies avec le siège permanent, mais c'est un marronnier. Oui. C'est un marronnier, c'est quelque chose qui revient ça fait, moi j'entends parler depuis plus d'un quart de siècle. Et on sait que c'est quelque chose de complexe, encore plus complexe. Ça demande une réforme des Nations Unies. Oui, mais avec l'administration. Il faut choisir lequel. Oui. Qui de l'Égypte, du Nigeria ou de l'Afrique du Sud. Ouais, on parle de deux. Mais il y a une bagarre entre l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie, même l'Éthiopie et le Sénégal qui a déposé sa candidature. Donc il y a ça. Et ça pose des problèmes en Afrique, mais ça pose d'autres problèmes à l'extérieur. Par exemple, des pays comme l'Allemagne voudraient, ou l'Inde, profiter de la brèche pour entrer comme membre permanent. Certains proposent de donner le poste de membre permanent sans droit de veto à des pays africains. Donc, il y a toutes les combinaisons possibles. Il y a eu tellement de rapports là-dessus que je pense que le président Macron n'a pas pris de risque en réitérant le soutien français à l'Afrique. Vous êtes d'accord, monsieur l'ambassadeur, là-dessus? Bon, en même temps, c'est les Nations Unies. Donc, la réforme des Nations Unies, c'est vrai que c'est un peu l'arlésienne. Oui, non, je crois qu'on est loin du compte et loin de trouver parmi les principaux pays africains un consensus sur qui siégera, sauf avoir un système rotatif, ce qui a été évoqué parfois. Mais je voudrais insister sur un point, parce qu'il n'est jamais évoqué. Il a été un petit peu évoqué hier à Nairobi, mais pas suffisamment. C'est la dimension culturelle de cette relation, si vous le permettez. Entre la France et le Kenya? Oui, ou entre la France et le Kenya, et entre la France et le reste du continent. Et c'est une question qui est rarement abordée, mais parce qu'on ignore le fait que la France a la plus forte présence en termes d'institutions culturelles sur le continent. Il y a 28 instituts français, il y a plus d'une centaine d'alliances. D'ailleurs, quand j'étais à Nairobi, l'Alliance française de Nairobi était la 2e du monde en nombre d'apprenants en français, de Kenyans qui apprenaient le français, après le Mexique. Oui.
Il y a une centaine de lycées français. Donc alors Macron le sait puisqu'il y a eu à certains moments un discours culturel, pas uniquement sur le mémoriel, la restitution, mais également sur la promotion d'artistes. Et il faut savoir que c'est ce réseau qui a fait connaître Youssou N'Dour, Papa Wemba, Angélique Kidjo, etc. C'est ce réseau. Donc là, et il existe encore, il est unique. Simplement, il se heurte à une difficulté, son fonctionnement au quotidien, à une politique imbécile qu'il faut absolument dénoncer de la part de la France, c'est la politique des visas. Oui, donc... Les consulats de France, partout sur le continent, sont devenus des fabriques à ressentiment. Tant cette politique qui est maintenant dominée par le ministère de l'Intérieur, alors autrefois c'était l'attribution du ministère des Affaires étrangères, ce basculement a créé une politique absurde de fermeture de la France, alors qu'autrefois notre attitude était bienvenue, welcome en France. Et ça, c'est très important pour asseoir le partenariat que le président entre la énonce. France et ces différents pays. Il a donné... Il faut pouvoir assurer cette mobilité de part et d'autre et pas avoir cette espèce de... On va l'écouter, Emmanuel Macron, parce qu'il a donné une interview donc à France 24, également RFI et TV5 Monde, interview que vous pourrez voir dans son intégralité à 21h heure française. En voici un extrait. On l'écoute tout de suite. Dès 2017, on lance l'alliance G5 Sahel, et puis cette alliance où on dit il y a sécurité, développement et politique en même temps. C'est de ne pas avoir été en fait plus dur, quelque part plus exigeant sur cet axe, et de ne pas avoir demandé avec encore plus de force aux dirigeants de prendre plus vite la place avec de l'administratif, des projets de développement et d'émancipation d'opportunités, partout où le territoire était repris aux terroristes. Parce que finalement, ça a fini par apparaître comme étant une garantie sécuritaire qui leur était apportée. Et donc je pense qu'on aurait dû avoir ce dialogue exigeant plus tôt. Et peut-être, dans ces cas-là, repenser notre présence militaire plus tôt. On va reparler donc de cette politique sahélienne de la France. Juste pour vous redire que cette interview d'Emmanuel Macron, vous pouvez donc la suivre ce soir à 21h heure de Paris sur France 24, RFI et TV5 Monde. Donc transition toute faite, Niagale Bagayoko, parce que je voulais vous interroger là-dessus justement. On parle de l'Afrique anglophone, de business, mais bien sûr pendant longtemps la France, c'était aussi la sécurité d'un certain nombre de ces pays et en particulier les pays du Sahel. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement dans ce que vous avez entendu? On a l'impression qu'il y a des regrets. Emmanuel Macron. Non, moi je pense qu'on a l'impression qu'il a un fort ressentiment en réalité, et surtout qu'il reste droit dans ses bottes, parce que lorsqu'il dit on aurait dû être plus ferme, on aurait dû être beaucoup plus exigeant, il fait référence à la critique qui lui a été adressée un nombre innombrable de fois, c'est-à-dire de la convocation des chefs d'État sahéliens lors du sommet de Pau, après la mort de 13 militaires français qui étaient originaires de cette base. Là, on voit que le président Macron, en quelque sorte, valide à 100% la stratégie qui a été retenue par la France au Sahel, en considérant que l'armée française avait fait ce qu'il fallait faire et que l'échec vient des États africains, notamment des jeunes qui sont arrivés au pouvoir. La situation est beaucoup plus compliquée. Il y a eu un grand nombre d'erreurs, notamment de communication stratégiques qui ont été faites aussi bien par le président Macron que par sa ministre de la Défense et son ministre des Affaires étrangères, des approches aussi totalement décalées qui ont été mises en place par l'armée française elle-même, mais aussi par les acteurs de développement. Donc il est assez étonnant et peut-être décevant de se rendre compte que finalement on considère qu'il n'y a eu aucune erreur faite au Sahel. Francis Patindé, en même temps, aujourd'hui, ce sont trois juntes, sont des juntes qui gouvernent ces trois pays du Sahel. Oui, mais si je puis me permettre, l'histoire de la bande sahélo-soudanaise est prétorienne. La démocratie était l'exception. Si on regarde sur le temps long, si on regarde depuis les indépendances, il y a eu beaucoup moins de démocratie au pouvoir que de militaires. Le militaire est un acteur politique à part entière et il faut le prendre en compte. Francis Patindé. Oui, Nagali a raison, mais c'est la même chose pour... moi, je viens d'un pays où j'ai eu une dizaine de coups d'État, le Soudan qui en a connu beaucoup plus, le Ghana qui en a connu beaucoup plus. Ceci dit, elle a totalement raison que c'est l'exception. Moi, il y a un truc qui m'interpelle dans ce sommet de Nairobi par rapport au Sahel.
pourquoi, si c'est co-organisé et co-construit, pourquoi on n'a pas invité les 3 chefs de junte du Sahel, d'autant plus que l'Union africaine et la CEDEAO sont en train de dialoguer avec eux, ont pris langue avec eux, que tout ce... pourquoi est-ce que les ennemis, par exemple, ou les adversaires de la France seraient automatiquement les ennemis de Ruto, donc le président du Kenya, et de toute l'Afrique? Donc il y a plein de débats, c'est ça qu'il faut poser. Pourquoi ils n'ont pas été invités alors que le putschiste de Guinée était invité? Au-delà de ça, on peut dire que mais parce que c'est un putschiste, son putsch est bien vu à Paris. C'est tout. Est-ce que, justement, il y a un changement de paradigme là, de cette France qui était présente militairement de manière quand même assez importante, même il y a 10 ans, et aujourd'hui, a retiré ses troupes militaires. Il reste quoi? Il reste Djibouti, à peu près. Oui. Et puis la Côte d'Ivoire, quelques-uns. Non, il reste que Djibouti. Très peu. Les autres bases, Libreville, Dakar et Abidjan, ont été transformées en centres de formation. Il y a encore des équipements, il y a encore une légère présence française, mais ce ne sont plus des bases militaires susceptibles d'intervenir comme ils ont pu le faire à maintes reprises dans l'histoire africaine. Donc là, on est bien dans un changement de paradigme. Oui. Non, mais c'était normal. Je veux dire, c'était inscrit dans l'histoire longue. On n'allait pas. Il n'y avait plus de bien fondé à avoir une présence militaire. D'autant que si jamais il y a besoin de faire une intervention à la suite d'un coup d'État pour évacuer des ressortissants français ou européens, vous pouvez très bien la télécommander depuis la France et faire une intervention dans les 48 heures, presque aussi rapide. Donc, c'était un archaïsme absurde et il était temps d'en sortir. Et je pense, contrairement à ce qu'on a pu dire, c'était déjà dans l'imaginaire, en tout cas en tant que diplomate je le sais, dans l'imaginaire de beaucoup d'entre nous, qu'il fallait sortir de cette situation absurde. Ceci étant, sur Barkhane, puisque c'était effectivement là pour le coup, c'est un échec. C'est un échec collectif, hein, pas seulement de la France. C'est un échec européen, puisqu'il y avait une présence européenne. Onusien, de la CEDEAO. La loi de l'histoire, mais là je parle sous le contrôle de Niagalé, c'est que toute intervention extérieure débouche sur un échec. Moi, je travaille sur le Congo, sur les Grands Lacs, la MONUSCO, les Nations Unies. 20 000 casques bleus sont présents depuis 30 ans. La situation n'a jamais été aussi dramatique qu'elle l'est actuellement dans l'Ituri et dans les Kivu. Je parlerai pas de l'Afghanistan, je parlerai etc. Oui, donc de la même façon, bien sûr. Les Russes réussissent, qui eux là sont présents au Mali que les Français. Le problème de l'intervention extérieure, et on peut citer aussi tous les échecs des interventions américaines avec tous les moyens qui ont pu être déployés. Prenons le cas de l'Afghanistan. Enfin, c'est quand même Donald Trump qui a pris la décision, ça a été mis en œuvre ensuite par Biden, mais de retirer les troupes. Donc l'intervention extérieure ne fonctionne pas tout simplement parce qu'il n'y a pas une familiarité, une connaissance suffisante du terrain d'intervention. Oui, mais s'il y a une demande de la part de ces pays. Alors, il y a parfois, tout à fait. Pour Africa Corps, par exemple, si je comprends bien, c'est quand même... Oui, et d'ailleurs, la France avait été appelée aussi... et d'ailleurs, la France avait été aussi appelée au moment de Serval par les autorités intérimaires. Oui, mais je pense que ce sont en effet les dirigeants eux-mêmes qui se paient d'illusions en considérant que les acteurs extérieurs seront plus efficaces. Et je pense que la leçon de Barkhane, c'est qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas, et le cas de l'Africa Corps le confirme encore davantage. Et même pour la Centrafrique, et la France a été consultée avant que les Russes n'arrivent là-bas. Oui. Quand vous discutez avec les dirigeants en Centrafrique, bon, ils cherchaient des gens pour les défendre, et la France a suggéré aussi que ce soit les Russes. Mais après, l'affaire s'est corsée, quoi, c'est tout. Donc il y avait bien tout de même une demande de la part il y a une demande qu'on pousse des autorités maliennes. Le cas historique, c'est la Côte d'Ivoire. Du temps de Fred Boigny, il n'y avait pas d'armée ivoirienne, parce qu'il y avait une présence militaire française. Et Fred Boigny a considéré qu'il pouvait faire l'économie de cette dépense et éviter le danger d'un coup d'État militaire en se reposant. Donc il y a aussi effectivement une demande qui a pu être exprimée par les pouvoirs africains pour la présence de ces forces étrangères. Mais ça, c'est terminé alors. Ça, on peut dire que c'est terminé. C'est terminé. C'est une histoire qui est passée.
Mais même de l'ONU, qui est très rejetée aussi localement. La CEDEAO est une organisation qui est encore plus honnie que les partenaires extérieurs, parce qu'on estime qu'elle a failli. L'Union africaine... Mais en même temps, il faut qu'ils aient les moyens de se protéger, il faut qu'ils aient... Enfin, bon, il faut qu'ils se donnent les moyens. Oui. La sécurité, c'est une question de souveraineté, c'est une question régalienne. Et donc, il est extrêmement difficile de la faire endosser, de la faire exclusivement financée par des partenaires extérieurs. Ce n'est pas forcément toujours le cas, mais c'est encore trop souvent le cas. Et tant, il y a des pays africains qui interviennent en Afrique. Bien sûr, le Rwanda, bien sûr, l'Angola qui est intervenu au Congo-Brazza. Bien sûr, ça, oui. Tout à fait. Et donc là... Le problème, l'ONU, par exemple, pour les interventions onusiennes dont parlait Niagalé, c'est l'histoire de l'Afrique post-indépendante a commencé avec une catastrophe d'intervention au Congo, qui était une catastrophique. À part le Libéria et la Sierra Leone, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'intervention de l'ONU qui ait abouti à quelque chose d'assez potable. Un peu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, mais enfin bon, c'est encore en discussion. L'histoire de valider l'élection ivoirienne, c'est toujours sujet à caution. En tout cas, Emmanuel Macron, donc, que vous pourrez écouter à partir de 21h sur France 24, RFI et également TV5 Monde. Cette interview donc, a été faite par Stéphane Ballon pour France 24, Mounia Daoudi, RFI et Nidia Paliakara pour TV5 Monde. Donc vous la verrez à 21h puisqu'il va revenir donc, sur justement le Sahel, mais bien sûr parler bien sûr de ce sommet Forward, Africa Forward qui vient d'avoir lieu donc qui se termine donc ce soir Africa Forward donc au Kenya à Nairobi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous remercie beaucoup tous les trois, Niagalé Bagayoko, Francis Patindé, Pierre Jacquemot. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et puis merci à Trevor Kibet d'avoir été avec nous en direct de Nairobi justement. On se retrouve demain.